Et puis on va démarrer. Donc bonsoir Stéphane, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer au bistrot politique mensuel d'Espace Mars. Et donc on va dialoguer ensemble ce soir un petit peu sur la situation sociale avant tout, mais aussi le contexte économique et politique, avec tous les aspects extrêmement douloureux que vivent bon nombre de Français. Donc, je vais tout de suite te passer la parole. Hein. Donc, pour te présenter, les gens commencent à te connaître un petit peu, mais enfin, tu viens d'être élu il y a quelques mois secrétaire départemental, nouveau secrétaire de l'Union départementale de la CGT Gironde. Et donc, c'est avec plaisir. Je t'avais déjà accueilli effectivement dans une table ronde au moment du premier confinement. Bah, écoute, on est encore dans une période de... Là, on n'est pas tout à fait en confinement, mais on va repasser vraisemblablement à un confinement un peu plus sévère. Et donc, parle-nous un petit peu de la manière dont toi, tu ressens un petit peu les choses. Et puis ensuite, on regardera comment la CGT s'inscrit et tente de redévelopper l'intervention populaire dans cette situation. Et il me semble qu'il y a des signes encourageants, mais qui ne sont effectivement pas à la hauteur des besoins si on veut véritablement changer la situation. Donc à toi Stéphane. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je participe de nouveau à ce moment de débat et d'échange. Je pense que ce genre de rencontre nous permet à chacun de pouvoir à la fois se confronter aux avis des uns des autres et du coup grandir comme ça ensemble. Ça me paraît essentiel. Donc effectivement, on a plein de fois eu l'occasion de le dire, mais les choses commencent malheureusement à s'inscrire dans la durée. La crise et la situation sanitaire s'est transformée en crise économique, sociale, maintenant en crise démocratique, hein, on peut le dire. On pourra développer tous ces aspects-là, avec en parallèle une crise écologique qui également s'impose à nous. Cette crise sanitaire a été un révélateur extrêmement fort de toutes les conséquences et tous les effets néfastes que pouvait avoir le capitalisme dans son ensemble sur tous les aspects qui touchent aux capacités collectives, aux biens communs et à toute la construction qui a pu avoir lieu, même si elles ont été attaquées par 40 ans de libéralisme. Malgré tout, il y avait quand même des fondamentaux et ces services publics, pour les appeler comme ça, ces fondamentaux, la fonction publique, enfin la protection sociale, la sécurité sociale, tout ce qui a été de cesse décrié et attaqué a montré combien, dans des situations de crise, ils étaient essentiels pour pouvoir faire que, à minima, les conséquences d'une crise comme celle-là soient amorties. Mais malgré tout, c'est là aussi qu'on vit quelque part un paradoxe et peut-être un tournant. On sent bien que ce capitalisme, au vu de la situation, n'a pas d'autre choix que de recourir et de faire applaudir des médecins ou des soignants aux fenêtres lors du premier confinement, recours et met en avant toute l'utilité de la protection sociale, le chômage partiel, etc. Mais même s'il il est en deçà de ce qu'il faudrait mettre en place. Pour autant, ce déploiement massif d'argent public qui jusqu'alors était considéré comme totalement manquant et pas en mesure de pouvoir être actionné et était l'alibi qui faisait que tous ces services publics, fonction publique, retraite, protection sociale dans l'ensemble étaient attaqués. On voit bien que quand il y a besoin d'argent, il y a des possibilités d'y avoir recours. Et c'est un peu ce paradoxe-là dans lequel on est, c'est que malgré tout, il y a une espèce de contradiction dans le discours, c'est que on déploie de l'argent public, on est en capacité de mettre en avant que la protection sociale est importante et extrêmement fondamentale dans ces moments-là. Pour autant, on continue d'annoncer des politiques et on continue à mettre en œuvre des politiques qui veulent attaquer ces fondamentaux-là
qui n'a été de cesse d'être mis en avant durant la crise. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Nous, à la CGT, c'est ça qu'on essaye de mettre aussi en exergue, hein. C'est que, à la fois, toutes ces politiques économiques et sociales qui ont été menées durant 40 ans de libéralisme, ont malgré tout pas réussi à attaquer les fondamentaux. Mais pour autant, on a dans ce même moment, on a des politiques qui sont mises en œuvre. Notamment, on peut voir le projet Hercule, hein, qui est un élément qui permet de faire mesurer que ce qui est actionné là, et qui était actionné depuis presque la création de DGDF, hein, depuis la création en 47 des attaques multiples, avec des grands paliers et des grosses attaques, que ce soit en 2003 lors du changement de statut, ou sous Hollande avec la loi transition énergétique. Là, on voit que malgré le fait qu'on ait un pouvoir qui, dans les discours et dans les paroles, met en avant l'utilité du bien commun, de la fonction publique des services publics. Dans le même moment, il actionne des mesures extrêmement graves, avec des effets extrêmement dévastateurs et structurants pour le pays. Et ça, c'est là où on peut mesurer qu'on est dans l'ère de la communication, puisque presque les paroles arrivent à dissimuler les actes et les actes politiques. Parce que derrière, il y a notamment un autre élément, c'est ce plan de relance qui est mis en avant constamment. La réalité, c'est que ce plan de relance est mis pour 75% de l'enveloppe globale, est destiné aux entreprises pour permettre, par un mécanisme de relais, tout cet argent public qui est déployé, il permet surtout et avant tout de permettre de garantir les dividendes et donc la rémunération des actionnaires. Et c'est là où on est aussi quelque part dans un jeu de dupes et un jeu des simulations. C'est que tous ces discours politiques arrivent malgré tout, à dissimuler que les politiques libérales qui nous ont emmenés dans le mur, tel qu'on peut le vivre aujourd'hui, continuent. Ça continue et là aussi, là où on est un peu en difficulté, alors là où c'est mesuré dans la chair des salariés, c'est quand il y a des licenciements extrêmement durs et secs, alors qu'à côté, il y a des bénéfices qui sont dégagés. On peut parler de Sanofi, là aussi, qui est un vrai scandale. On voit que, alors que ils sont dans l'incapacité, au vu des politiques menées, de pouvoir déployer et trouver un vaccin. Dans le même moment, ils continuent de casser la recherche, et que cette entreprise, qui est une entreprise française, qui est subventionnée par la sécurité sociale, par des crédits d'impôt recherche par millions, eh bien, continue à mettre en place, à déployer les stratégies qu'elle pouvait avoir, les stratégies économiques de casse sociale, et notamment sur la recherche. Pour tout ça, garantir le versement de 3,9 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Et Sanofi, c'est qu'un exemple. On peut le voir également dans tout un tas de secteurs. Malgré la situation, malgré les discours politiques, malgré le fait que cette crise-là arrive et révèle que le capitalisme arrive au bout de sa logique, et que toutes ces crises qu'on vit de façon inédite et de façon concomitante, sanitaire, sociale, économique, environnementale, montrent bien que ce système est à bout de souffle. Malgré tout, face à cette évidence-là, on arrive à avoir toujours les mêmes politiques et les mêmes logiques menées par les dirigeants, et à la fois politiques et à la fois économiques. Je pense que on en est tous à peu près conscients, et d'ailleurs il y a eu un
un rapport tout récent d'Oxfam qui met en avant qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes de répartition des richesses. Bon, on a eu de cesse de le répéter, mais un des éléments aussi qui montre, qui est quand même assez scandaleux, qui démontre une indécence des dirigeants, c'est que on voit des milliers et des milliers de travailleurs perdre leur emploi, tomber dans la pauvreté. On voit des jeunes qui tombent dans le chômage en masse, hein, avec 20% de chômeurs chez les jeunes, avec des jeunes qui n'arrivent plus à trouver de petits boulots pour pouvoir subventionner et pouvoir se nourrir convenablement. Certains en arrivent à des gestes extrêmes et se suicident. Et malgré tout, malgré ce constat-là, on a des politiciens qui refusent de faire accéder ces jeunes-là à des minima sociaux. Ça serait quand même un minimum. Et dans le même temps, on a des chiffres qui montrent que quelques milliardaires, en 9 mois, vont récupérer les richesses qu'ils avaient avant la crise, il y a 9 mois. Donc, alors que des millions sont tombés dans la pauvreté et voire même ne vont même pas avoir accès aux vaccins qui ont été distribués par les pays les plus riches. Et donc, cette indécence-là et cette rupture et cette casse et ce fossé, hein, qui se crée de plus en plus n'est pas regardé en face par les dirigeants politiques. À minima, il n'est pas regardé en face. Au pire, il est complice et ils accompagnent cette logique-là. Bon, ça, c'est peut-être le débat, hein, aussi, hein. Est-ce qu'ils sont dans une incompétence ou ils sont dans une complicité de pouvoir accompagner voilà, cette rupture sociale et humaine, hein, qu'il peut y avoir entre une rupture de classe, hein, on a eu de cesse de le dire, on est toujours dans un combat de classe, mais cette crise-là qu'on est en train de vivre la met de plus en plus en avant et la révèle de plus en plus. Elle est d'autant plus criante que c'est presque hallucinant de penser, de voir qu'on a 10 milliardaires qui seraient en capacité, dans leur fortune cumulée, d'éradiquer la pauvreté et de permettre à une population mondiale d'avoir accès aux vaccins en termes de prix. Et donc, comment on peut laisser à ce point mourir des gens de faim, mourir pour cause de pauvreté, qui fait qu'ils n'ont pas accès, pour beaucoup, au niveau de la population mondiale, aux vaccins. Tout ça pour garantir que 10 êtres humains puissent compter leurs milliards sur des comptes en banque, et ça ne veut plus rien dire. Donc voilà, cette situation-là et cette crise-là, elle est extrêmement révélatrice. Maintenant, c'est comment on est, nous, à la CGT, en capacité d'aller au-delà de l'analyse et que cette urgence-là, qui est assez criante, l'urgence est bien celle de la répartition des richesses, qui doit se traduire par des augmentations de salaire, qui doit se traduire par la réduction du temps de travail, qui doit se traduire par une capacité à pouvoir accéder aux fondamentaux humains. Comment on peut arriver à le traduire et à faire que, face à des politiques qui ne veulent pas regarder les choses, qui ne veulent pas actionner les politiques économiques et sociales qui permettraient de faire que ces milliards qui sont dégagés et qui sont aujourd'hui captés par les actionnaires, par des jeux de vases communicants, puissent bénéficier en réalité vers le plus grand nombre. Nous, voilà, on est dans cette analyse qu'il n'y a que le rapport de force qui soit en capacité de le faire, en tout cas, de faire bouger les lignes et de faire arriver que ces travailleurs-là puissent au moins avoir accès au minimum qui est celui de pouvoir vivre dignement. Bon. Et est-ce que les dirigeants sont complices ou incompétents? Il suffit de regarder un peu les dispositifs législatifs qui sont en train d'être menés, qui ne sont pas nouveaux, hein, que nous on appelle dispositifs liberticides. C'est que dans ce même moment, ils actionnent tout un tas de dispositifs qui permet d'entraver les capacités de mobilisation, voire même de ficher des citoyens juste sur la base d'opinions politiques, syndicales, religieuses,
Là, on passe un cap, hein, on n'est plus sur des fichages par rapport à des actes qui seraient commis, mais par rapport à des opinions. Donc, on l'avait déjà eu au moment du premier confinement, dénoncé et alerté. Heureusement, la justice nous avait donné raison. Mais c'est là aussi, c'est inquiétant, c'est que les choses, elles bougent ou elles sont entravées parce qu'encore, on a encore des juges qui ont une certaine idée de ce que doit être la République et les, euh, la justice, quelque part sociale, et comment notre République doit fonctionner. C'est quand on a un État qui veut instaurer une autorisation euh, préalable à manifester, chose qu'on ne voit que dans des pays autoritaires. Ça, ça a été une tentative dès le premier confinement. Aujourd'hui, pour rappel, euh, comme il y a une contradiction qui peut y avoir entre le droit fondamental de manifester et l'ordre public, il faut le déclarer. Sauf qu'ils ont voulu changer ce paradigme, et toute la crise sanitaire a été l'occasion d'attaquer ou de tenter d'attaquer des fondamentaux des libertés publiques. Donc voilà pourquoi on dit aussi qu'on est dans une crise démocratique, puisque on est dans un fonctionnement dit républicain démocratique, sauf qu'aujourd'hui, on peut voir qu'on a passé là également un cap, hein, c'est que même les politiques, les dirigeants, ne veulent même plus prendre le risque juridique euh, tenant aux décisions qu'ils vont prendre, et qui devraient normalement rendre des comptes devant le peuple. C'est que sous couvert de conseil de défense, c'est un seul et même homme, entouré par quelques conseillers, qui décide pour une population entière, et sous couvert de la protection, d'une protection que lui donne son statut de président de la République, ce qui pose un vrai problème démocratique. Donc voilà, tout ça qui n'est pas de nature à nous, à nous réjouir, qui est plutôt de nature à nous alerter. Mais au-delà de ce constat d'alerte, c'est qu'en maintenant on est en capacité de mobiliser à la fois la lucidité qu'on peut mesurer dans tout un tas de secteurs, de prise de conscience, face aux conséquences extrêmement graves et très dures que beaucoup peuvent vivre. Comment on peut arriver à mobiliser et à enclencher ce rapport de force qui nous paraît nécessaire pour faire qu'on reste encore dans un pays en capacité d'entendre l'urgence de la répartition des richesses, l'urgence de garantir des libertés républicaines et libertés fondamentales. Et ça, c'est tout l'enjeu et tout le défi que la CGT essaye de mener. Donc, on a lancé depuis décembre ce qu'on appelait un processus de lutte qui nous permet, sur lequel on essaye de s'appuyer pour faire que dans certains secteurs où ils ont un peu plus de capacité ou une culture de lutte, pour pouvoir se mobiliser et s'appuyer sur eux pour pouvoir l'étendre là où en réalité il y a encore plus d'urgence et qui ne sont pas en mesure de se mobiliser, donner des perspectives et des signes que malgré la situation qu'on vient de décrire, la capacité de mobiliser la capacité de se mobiliser collectivement est possible. C'est un peu la démonstration par l'exemple. Et voilà, ce processus de lutte, ces différentes actions, telles qu'on a pu la vivre aujourd'hui dans l'éducation nationale, mais bon, on en a parlé, il y a l'énergie, il y a la santé qui s'est mobilisée extrêmement fort durant le premier confinement, qui continue à se mobiliser, était mobilisée encore le 21. L'énergie est rentrée également dans tout un tas d'actions. Les cheminots également, la culture, bon, on ne va pas tous les citer, mais voilà, il y a beaucoup de secteurs qui sont dans un processus de lutte, et on espère que les choses vont s'agglomérer pour faire que petit à petit, mais sûrement, on sera en capacité d'appeler et à démontrer que malgré le contexte qu'on vient d'écrire, le pays et notamment la CGT est une force en capacité de, 1, dénoncer, 2, d'analyser ce qui est en train de se passer et de montrer que les premiers créateurs de richesse
j'ai envie de dire les seuls avec la nature, mais bon, que sont les travailleurs, n'entendent pas se laisser comme ça dépouiller de leurs biens communs, dépouiller des richesses qu'ils créent, et entendent bien se mobiliser et le faire savoir et montrer que, quelle que soit la puissance liée à l'argent et la puissance politique dans une 5e République, ceux qui ont la réelle puissance sont les travailleurs, une puissance collective, potentielle. Maintenant, il faut être en capacité de la mettre en œuvre et ça passe notamment par la grève, par des démonstrations de manifestations qu'on appelle interprofessionnelles, intersyndicales quand on le peut, notamment c'est celle du 4 février, qu'on espère qu'elle sera suivie et forte. Mais j'ai envie de dire, ça c'est qu'une étape dans le processus. On n'est qu'au début de ça et que les salariés, quels qu'ils soient, au vu de la situation qu'ils vivent, sont tous en mesure de pouvoir vivre que, quoi, quel que soit le contexte, quand il y a de l'argent et de la croissance, on explique qu'il faut être compétitif. Quand c'est la crise, on explique que c'est pas le moment parce qu'il y a des dettes et quel que soit le contexte économique et social, à chaque fois, c'est toujours les travailleurs qui doivent se serrer la ceinture. Jamais ceux qui ont le plus de moyens pour vivre, à savoir le petit cercle financier et quelques milliardaires qui concentrent toutes les richesses, qui eux doivent surtout pas faire de concessions. Et donc, je pense que ça, c'est en mesure d'être, en tout cas, une expérience qui, au-delà de créer la colère, c'est comment on peut arriver à sortir de l'indignation, à sortir de la colère pour créer quelque chose qui soit une énergie positive, créatrice, pour reconquérir les services publics, reconquérir une réputation des richesses à travers l'augmentation des salaires, une diminution du temps de travail, les 32 heures, les, relancer des politiques de réindustrialisation, toutes ces choses-là qui je pense, hein, en tout cas, ont été révélées comme extrêmement urgentes durant cette crise. Merci Stéphane, merci beaucoup pour tous ces éléments. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou poser une question immédiatement? On peut faire un petit tour de table rapide pour voir un petit peu comment vous avez reçu un petit peu les éléments que nous a présentés Stéphane. Agnès, à l'hôpital Saint-André, comment ça se passe? Bonjour, mais moi je vais parler un peu des derniers jours de mobilisation. Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Alors, par rapport à la journée de jeudi dernier, clairement, c'était pas une démonstration de force. Il y avait principalement les délégués syndicaux. Et il n'y avait que les délégués syndicaux, quoi. Ça n'a pas été une journée de mobilisation conséquente. Je pense que c'est lié au fait que les agents sont un peu, je sais pas comment dire, déçus quoi, des derniers mois où en fait on a rien gagné. Enfin, il y a eu le Ségur, mais clairement c'est une imposture. Après, pour revenir le côté positif, c'est que jeudi il y a des mobilisations sectorielles. Il y a la blanchisserie à Haut-l'Évêque qui se mobilise, qui est en grève depuis vendredi dernier, pardon. Donc là, il y a un rassemblement prévu jeudi à Xavier-Arnozan. Et il y a aussi les ASH du coup qui vont se rassembler aussi au niveau des différents sites parce que c'est un secteur qui est en voie d'être externalisé. Donc là, c'est ce que disait Stéphane, il y a des secteurs qui sont en train d'être privatisés pour justement faire gagner du profit à des actionnaires ou au privé, quoi. Clairement, c'est la privatisation des services publics.
Et après, je sais pas si vous avez des questions plus particulières sur la santé. Ouais. Est-ce que quelqu'un souhaite poursuivre un petit peu sur... alors là, on est un peu dans l'état des lieux, des luttes, donc c'est effectivement difficile, mais comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, dans tous les secteurs, il se pose plein de questions. Moi, je vous donne un témoignage. Hein. Cet après-midi, là, on avait une réunion de la CE du syndicat, et j'ai vu pour la première fois une collègue, une militante de la CGT, qui est membre du comité technique de l'université, qui pleurait hein, parce qu'elle n'en peut plus, comme beaucoup de salariés aujourd'hui. Elle n'en peut plus à la fois du confinement, elle n'en peut plus de ses conditions de travail et du fait qu'on manque de personnel et qu'aujourd'hui les demandes sont extrêmement fortes et les moyens donnés pour y répondre ne sont pas au rendez-vous. Donc tout ça, évidemment, pose problème. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à Stéphane. Comment on peut aider le mieux, je dirais, à lever la chape de plomb, c'est-à-dire à redonner confiance aux salariés et aux citoyens dans leur capacité justement à lutter contre les mesures que tu as évoquées, contre la destruction des services publics, pour conquérir de nouveaux droits, reconquérir d'autres formes d'utilisation des richesses dans ce pays, pour les affecter et répondre aux besoins des gens et pas aux besoins de l'argent, pour dire les choses vite. Voilà. Comment on peut essayer de desserrer les taux? Alors, il y a ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que tu as évoqué l'exemple, c'est-à-dire l'exemplarité de l'action pour reconstruire un mouvement de mobilisation. Je reconnais que, juste, je voudrais rappeler un contexte. Hein. Juste avant le premier confinement, et qu'on soit clair, hein, pour moi, ce n'est pas une vision complotiste des choses, mais juste avant le premier confinement, j'ai envie qu'on se souvienne qu'il y avait des luttes importantes dans ce pays et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y avait il y a eu le mouvement des cheminots, puis ensuite il y a eu le mouvement des retraites, et puis on sentait que ça bouillonnait un petit peu dans tous les secteurs et que les salariés, les citoyens avaient envie d'en découdre pour sortir justement de la politique ultralibérale imposée par Macron. Et puis est arrivée cette pandémie, mais ce n'est pas la pandémie qui provoque, je dirais, l'anesthésie. C'est la pandémie, ce sont les politiques sécuritaires qui ont été mises en place par le gouvernement et par presque quasiment tous les gouvernements. Mais n'oublions pas que nous vivons dans un monde où le capitalisme occupe quasiment toute la planète, y compris dans des pays qui ont une autre étiquette politique ou qui prétendent sortir du capitalisme. Et donc, on est dans une situation quand même où on a bien senti que là, il y avait une espèce de coup d'arrêt qui a pu être donné, ou essayer d'être donné, je dirais, à ce qui était en train de monter. Et on sentait qu'on avait la possibilité de mettre en cause, y compris le projet sur les retraites. Voilà, je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est pour mieux peut-être saisir ce qui a pu se produire. Et puis ensuite, comment voir que, je ne sais pas si vous l'avez vu, même en septembre, après l'été, on avait vu redémarrer un certain nombre de luttes, redémarrer un certain nombre de mouvements, et puis on a vu à nouveau des mesures coercitives utilisées qui, d'ailleurs, sont surprenantes. Je veux dire, d'un côté, on accepte, on fait tout pour que les gens continuent à travailler, pour, je veux dire, les choses comme ça. Et puis de l'autre, on leur supprime la possibilité d'aller au resto, quand ils ont la possibilité de le faire, de pouvoir aller au cinéma ou au théâtre, de pouvoir rencontrer leur famille. On contingente, on a vu comment les fêtes de fin d'année se sont passées. Enfin, ça crée un climat qui est extrêmement pesant et qui agit, je crois, sur le moral, d'abord. Plus de 25% des salariés recensés comme étant proches de la dépression ou en tout cas dans un état d'esprit extrêmement difficile. Voilà. Donc, le fait, d'ailleurs, le fait comme ce soir de pouvoir se parler et de parler de ça aussi me semble être un des éléments qui permet de sortir de l'isolement, du sentiment d'isolement et du sentiment d'impuissance. Est-ce que tu peux nous dire comment à la CGT, là, collectivement, vous essayez effectivement de travailler cette réalité pour redonner un peu la pêche et l'envie de repartir
de repartir au combat sous des formes diversifiées, bien sûr. Hein. Il y a la rue, évidemment, et elle tente d'être réoccupée. Et puis, il y a toute une série de formes de lutte qui sont peut-être un peu plus souterraines et qui commencent à émerger. Est-ce qu'on donne la parole à Aline, peut-être? Et puis, Stéphane, tu poursuivras après? Oui. Ou tu veux répondre tout de suite? Non, non, la parole à Aline. Allez, Line, vas-y. Ok. Ce que je voulais reprendre sur cette idée qu'effectivement, moi déjà, je me dis, est-ce qu'on a raison de parler de crise sanitaire? Je me pose la question, parce que je pense qu'il y a un problème sanitaire qui s'est présenté à un moment donné dans un contexte de crise globale, hein, et qui n'a fait que révéler et amplifier cette situation de crise globale aux dimensions économiques, sociales, culturelles, écologiques, etc. Et qui est en train de pousser les choses à leur extrême, effectivement avec des conséquences gravissimes sur tous les plans, hein, aussi bien au niveau de la vie démocratique que de la vie sociale. Mais je pense que c'est important de pas... je trouve qu'on n'entend que ça, la crise sanitaire, et moi je pense qu'en fait, c'est déjà prêter l'idée que cette crise-là a une espèce d'autonomie, alors qu'elle n'est pas autonome de rien. Cette crise sanitaire, elle est le produit de la crise qui précède et dans laquelle elle s'inscrit, et qu'elle aggrave, certes, mais que le problème sanitaire aggrave, mais c'est pas, elle n'est pas autonome de tout le reste des éléments que la politique du capital nous a mis en place depuis trop longtemps. Hein. Donc, je crois que je ferai juste un petit signe, parce que donc, je suis adhérente à la CGT, et à ce titre, j'ai un mandat au niveau du Césaire. Donc, dans le cadre du Césaire, on a travaillé avec donc tous les représentants de la société civile dans leur diversité, et ce n'est pas si simple que ça pour arriver à partager des points de vue à un moment donné, mais on a travaillé sur la question du Covid, et on a réussi à faire valoir dans un rapport qui est disponible sur le site du Césaire Nouvelle-Aquitaine, cela que effectivement, le problème sanitaire, alors on dit toujours la crise sanitaire dans le cadre de ce travail-là, la crise sanitaire n'était ne faisait que révéler la crise globale et l'aggraver, et était pas en soi-même une crise. Et je pense que ça a l'air de rien, mais c'est hyper important pour ne pas se planter sur comment on peut l'aborder. Donc je pense qu'à partir de là, ça nous fait nous poser des questions aussi sur comment on traite ce problème sanitaire, comment on l'a traité, quels choix ont été faits par notre État, mais aussi par les autres, parce que tu as raison, Dominique, de faire ce rappel sur, avant que nous arrive ce bazar-là du virus, c'est vrai qu'on avait quand même une situation un peu dans tous les États, et je me souviens très bien de quelques numéros du monde diplomatique, justement, qui faisait des états de cela, de tous les lieux dans le monde où des mouvements populaires se développaient avec des causes multiples, que ce soit essentiellement sur les volets vie démocratique ou plus vie sociale ou problèmes économiques, mais en tout cas, tout ça était un peu à feu et à sang dans pas mal d'endroits. Donc effectivement, le Covid a été saisi. Je ne dis pas qu'il a été produit par, je dis juste qu'il a été saisi, en tout cas, par les gouvernements en place, et le nôtre en particulier, pour justement prolonger le modèle capitaliste, j'ai envie de dire, pour aller un peu pour essayer de redonner du sang au modèle capitaliste qui est en panne. Tu l'as dit très justement, Stéphane, oui. Tous les éléments de crise dont on est témoin montrent bien que ce système-là est au bout de ce qu'il est capable de faire. Mais néanmoins, et je pense que les textes de Marx le disaient, le capital a une force de renouvellement et pour chercher les subterfuges qui vont lui permettre de poursuivre son existence, qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, l'investissement dans le numérique, le fait qu'ils aient tué le travail et qu'ils continuent là, qu'ils vont l'achever, le sens du travail par tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ça est effectivement une manière, à mon sens, de poursuivre leur visée de profit et au détriment du très grand nombre. Alors effectivement, ce très grand nombre, aujourd'hui, il est totalement anesthésié
par le fait qu'on est convaincu que si on bouge le petit doigt, on est mort, et puis qu'on ne va pas s'y autoriser, parce que de toute façon, on serait mauvais citoyen si on dit autre chose, et puis qu'on est complotiste si toutefois on dit c'est peut-être pas aussi simple que ça. Enfin bon, donc hop, on est invité qu'à se taire, c'est clair et net. Et ça, il faut qu'on rompe avec ça et qu'on donne des perspectives, des vraies perspectives, parce que je pense qu'au-delà des revendications, pour aussi justes qu'elles soient, d'augmentation de revenus, de salaire, du revenu, enfin des conditions de vie des jeunes et des étudiants, moi je pense qu'il y a des choses à réfléchir là-dessus. C'est pas si simple qu'un revenu minimum d'existence, mais je pense qu'au-delà de tout ça, il faut une perspective politique différente, mais fondamentalement différente. C'est la seule chose qui nous fera arriver à faire bouger les gens, parce que là, ça manque terriblement. Et c'est vrai qu'à défaut qu'on ait cela, moi, je crains qu'on aille au pire, quoi. Tout simplement au pire encore. On peut aller encore au pire, on peut aller encore plus loin dans la catastrophe. Voilà. Merci, Lynn. Stéphane. Oui, moi je pense que alors si on avait la solution, ça serait, mais je pense une des clés en tout cas à faire que on soit en capacité collectivement d'engager et de mobiliser les forces pour faire que, pour dire comme ça, que le pouvoir de l'argent essaye de nous imposer, c'est donner des perspectives et des perspectives en capacité d'être appropriées et considérées et mesurées comme étant crédibles par rapport à ce qu'on vit. Et alors ça peut paraître être un peu aussi paradoxal, mais c'est peut-être aussi pas une chance, mais une occasion, ce qu'on est en train de vivre, pour démontrer que l'avenir n'est pas tout tracé, il n'y a pas d'horizon indépassable inscrit dans des tables universelles qui ferait qu'il n'y a qu'une seule ligne et qu'un seul horizon devant nous. On est l'histoire là est ce qu'elle est, avec tout un tas de choses qui arrivent et qui s'imposent aux êtres humains. Des virus, l'humanité, on en a connu maintes et maintes fois. Des crises, quelles qu'elles soient, également on en a connu maintes fois. Et c'est à chaque fois l'intelligence et la capacité collective à pouvoir s'adapter à des situations qui a fait qu'on est arrivé à construire voilà, des mondes meilleurs par rapport à ce qui était vécu jusqu'alors. Pour autant, le meilleur n'est pas garanti non plus. Et c'est peut-être aussi ça qui quelque part extrêmement voilà important à mesurer, c'est que dans ce moment-là qu'on est en train de vivre, et pour une jeune génération, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Et on voit bien que ce qui est en train d'être mené et ce qui se dessine a plutôt tendance à nous amener vers le pire, que ce soit sur la question sociale, économique, environnementale, démocratique. Et ça, voilà, ça c'est pas quelque chose qui est inéluctable. Et on peut, je pense, et les capacités de mobilisation sont en capacité de le démontrer. Et Dominique, tu as raison de le rappeler. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça remonte à des lustres. Mais ça fait quand même moins d'un an. On a été en capacité de mettre en difficulté, en grosse difficulté, un gouvernement qui pensait avoir toutes les latitudes pour pouvoir imposer une réforme extrêmement injuste, extrêmement dure, la réforme de retraite par points. On va pas revenir sur l'âge pivot, le double âge pivot, enfin, avec des conséquences extrêmement graves pour des millions de travailleurs et de retraités. Et c'était la mobilisation qui a permis de les mettre en difficulté. Et d'ailleurs, la première mesure du Conseil des ministres de l'époque qui s'est réuni par rapport en réponse à l'urgence sanitaire, c'était, souvenez-vous, Édouard Philippe qui est sorti avec l'annonce du 49.3 sur le sujet des retraites, comme étant la mesure devant correspondre à la situation sanitaire. Donc là, on voit bien que on marche sur la tête et que ils ont eux un plan
un plan économique et social extrêmement, extrêmement précis, et quelle que soit la situation, ils entendent le déployer. Maintenant, c'est quelle sera la capacité des uns des autres à contrer ce plan-là, ce plan libéral, à faire que toutes les mesures permettent de concentrer les richesses créées, et toutes les mesures euh, législatives permettant de faire que la contestation ne soit plus possible. Parce que ils auront beau faire, on a toujours, et c'est peut-être là aussi qu'il faut qu'on mesure aussi, heu, c'est qu'on a tous, on est tous tenus par un sentiment d'injustice, et que, quels que soient les discours, quels que soient voilà, les forces médiatiques, le discours ambiant, heu, une situation injuste, elle sera toujours vécue comme injuste. Et bon, je ne vais pas rentrer dans des discussions philosophiques. Il y aura même des études biologiques et de biologistes qui démontreraient que, quoi qu'il arrive, on a ce sentiment et on a cette capacité à, à décrypter et à bien mesurer que voilà, une situation injuste et anormale. Et maintenant, c'est notre capacité à faire que ce sentiment-là se transforme en capacité d'agir pour faire qu'une situation injuste ne perdure pas et soit transformée en une situation qui soit acceptable. Bon, une fois on a dit ça, c'est comment on le traduit concrètement après. Euh, et ça, c'est toute la difficulté, parce qu'effectivement, on est soumis, quel que soit pour revenir au monde du travail, on est soumis à des contextes plus ou moins différents, mais avec toujours une même volonté, c'est d'empêcher la contestation, alors que ce soit des intimidations, que ce soit des empêchements juridiques, organisationnels, euh, bon, peu importe, idéologiques, tout est fait pour empêcher cette capacité de mobilisation. Et le moment qu'on vit le démontre. Pour autant, et c'est quand même aussi à mesurer, euh, cette fameuse chape de plomb ou ces entraves-là, il suffit de voir ce qui s'est passé le 28 novembre sur la question des libertés publiques. Euh, Rien qu'à Bordeaux, on était 20 000 manifestants noirs de monde, malgré les interdictions à se rassembler, malgré les alertes à un virus qui redémarrait, etc. Et cette capacité collective-là, je pense elle a interrogé, elle a fait peur également au pouvoir en place, puisque depuis, ils ont continué à accélérer leur processus de législatif liberticide. Donc, je pense que c'est voilà, c'est en tout cas ce qui se passe autour des libertés publiques et du sentiment d'injustice qui se traduit par des capacités de mobilisation, mais qui vont au-delà voilà, du contexte législatif, que ce soit la loi sécurité globale, comme les fichages, etc. Euh, c'est bien un sentiment euh, vif, mais peut-être aussi diffus de ce qui est en train de se passer n'est pas normal, et tient plus à l'injustice qu'à de la justice, et que ce sentiment, nous, en tout cas à la CGT, on a la responsabilité de le transformer en quelque chose d'intelligible et de concret, à savoir que, la situation montre bien que quand il y a une volonté à dégager des capacités économiques, de l'argent, certains parlent d'argent magique, mais on le voit bien, l'histoire des 3% d'endettement qui n'était pas possible, on n'en entend plus parler. Ces milliards qui sont sortis de dispositifs et de volonté politique, hein, que ce soit au niveau national qu'au niveau européen, ils ont été possibles. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils en font? Donc on voit bien, pour la plus grosse, le plus gros volume, le plus gros pourcentage, ils le donnent aux banques, ils le donnent aux entreprises pour faire que quelque part le système capitaliste et cette capacité
à maintenir les revenus des actionnaires, des financiers, des premiers dirigeants soient garantis. Et ça, il faut nous, dans son capacité de démontrer que cet argent-là, en réalité, oui, il est disponible. Ça tient de volonté politique et que les capacités économiques qui sont aujourd'hui déployées pour pouvoir maintenir des dividendes et maintenir des politiques économiques et financières qui étaient celles qui étaient jusqu'alors, doivent être réguliées vers les besoins humains, les besoins essentiels que sont ceux de pouvoir vivre, se déplacer, se cultiver, sortir. Et c'est bien ça qui est en jeu. Alors nous, on a nos propositions, la CGT, d'autres forces politiques en ont d'autres également. Mais je pense que ce qui est important à mesurer, c'est que oui, on peut donner des perspectives, on doit donner des perspectives, que ce soit les 32 heures pour nous, hein, que ce soit l'augmentation générale des salaires, que ce soit des départs à la retraite à 60 ans avec la prise en compte des pénibilités, etc. D'autres parlent de… Voilà, on peut même… en ce moment, à la CGT, on est en train de parler de… Quand on parle de sécurité sociale, derrière c'est comment on décline à 100%, on est en train de parler aussi d'une revendication qui serait celle d'un salaire à vie. Un salaire à vie, quel que soit le contexte économique et social, collectif ou individuel. Parce que ce moment-là montre qu'il y a une décision politique, un choix politique peut être fait pour faire que des richesses créées collectivement puissent bénéficier à qui on décide à qui elles doivent bénéficier. Donc aujourd'hui, le choix politique, c'est de faire bénéficier ceux qui déjà avaient énormément. Maintenant, c'est comment on est en capacité de réaiguiller cet argent-là vers ceux qui les créent, les travailleurs en premier lieu, mais pas également. C'est tous les étudiants, ceux qui, les retraités, les privés d'emploi, les êtres humains, tout simplement, ont droit, parce que ce sont des êtres humains, parce qu'ils sont sur Terre, à pouvoir vivre dignement. Et que je pense, hein, en tout cas, on espère, malgré le contexte et les messages qui sont déployés politiques, qui veulent à chaque fois complexifier le débat sur des aspects économiques, sur des aspects législatifs, sur des aspects… La réalité, il faut reprendre un peu du recul, il faut sortir la tête de l'eau et regarder un peu derrière nous. On nous expliquait qu'avant la crise, il n'y avait pas d'argent et qu'il fallait en mettre en place tout un tas de réformes structurelles pour faire que les gens aient moins, pour pouvoir faire qu'un système économique perdure. Sauf qu'on voit bien qu'une crise s'est imposée et que de l'argent est là. On a eu d'autres moments, hein. On a eu des moments après-guerre où on a eu des pays complètement, des économies complètement dévastées. Ce sont des choix politiques extrêmement forts qui ont fait que très rapidement, en l'espace de quelques mois, le système des retraites, de la protection sociale, les services publics, les conventions collectives, enfin, j'en passe et des meilleurs, ont été décidés, et ça sur la base d'économies complètement ruinées. Et donc c'est bien un élan collectif, un élan politique, une prise de conscience que les choses sont possibles à partir du moment où on décide de les construire et de mettre en œuvre et de mobiliser les intelligences et les forces de travail pour construire d'autres horizons. Et voilà, c'est toujours bien de regarder derrière soi. L'histoire montre que les choses sont possibles. Et c'est meilleur, voilà, ces perspectives-là, elles sont en mesure voilà, en tout cas, nous, on essaie de les construire à notre façon. Donc, on essaye quand même aussi de travailler ce qu'on appelle des cahiers de revendications, hein, parce que il y a la réalité aussi des choses, et il y a la société est ce qu'elle est. C'est que il ne faut pas non plus que la CGT soit taxée de faire de la poésie et d'être des utopistes. C'est que on a des projets, soit sur l'énergie, sur le rail, sur la santé, sur
ce que doivent être les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises, à quoi doivent servir, à qui elles doivent bénéficier, l'industrie pharmaceutique, à quoi et comment elle doit fonctionner pour qui. Je pense qu'on a des choses à dire. Ce moment-là permet de l'accréditer, permet de l'appuyer. Maintenant, c'est comment on lie ces belles et grandes revendications avec le concret qui est vécu, hein, que décrivait Agnès, hein, tout simplement. C'est comment on arrive à faire ce lien-là, ce pont-là, entre la réalité de terrain, de tous les jours, les entraves vécues au travail tous les jours, et ces perspectives-là, et comment on arrive à casser ces entraves-là, qui sont extrêmement fortes et déployées à tout va par tout un système hiérarchique extrêmement bien construit dans les entreprises, pour faire que le sentiment d'injustice qu'on connaît tous se transforme en capacité, et que voilà, toutes ces digues sautent, pour faire qu'on ait un grand mouvement et sur la continuité, hein, de construction d'un avenir meilleur. En tout cas, c'est pour ça qu'on milite, et je pense que euh, au-delà d'arriver à mesurer de suite dans l'immédiateté les gains de nos luttes, c'est surtout le chemin qui est important, quoi. Et s'engager dans un chemin de lutte pour se donner des perspectives d'un monde meilleur, euh, il n'y a pas plus beau destin qu'on peut se souhaiter. Donc, et ce moment-là qu'on vit, qui est extrêmement, voilà, qui est extrêmement dur, extrêmement, qui est inédite, je pense, doit permettre de nous montrer le chemin, ce chemin-là qui doit nous mener, ce que les anciens disaient, vers des jours heureux. Et ces jours heureux, je pense qu'ils sont en construction sur le long terme, et, euh, et chacun à son échelle et à sa façon de militer, et en capacité de le construire. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Les forces qui sont en face de nous sont extrêmement organisées et puissantes, mais ce qu'il faut, je pense, également mesurer, c'est qu'elles sont extrêmement minoritaires et très puissantes, rendues puissantes par l'argent, par les postes et les pouvoirs et les capacités quelque part de soumission collective volontaire que certains peuvent avoir. Bon, la Boétie avait brillamment développé et analysé la question. Maintenant, nous, c'est comment on est en capacité de casser cette servitude volontaire qui est extrêmement prégnante et organisée, notamment à travers tout le corpus médiatique et politique. C'est comment on casse également ces digues dans nos têtes, pour faire qu'on soit convaincu qu'on peut changer les choses, quelle que soit notre position, à la fois militante, position individuelle ou collective. Je pense qu'on est tous en capacité de faire des choses et de dire je peux être une des forces qui permet de s'ajouter à l'ensemble des forces qui vont changer la société. Et voilà. Alors peut-être pas des solutions clés en main, mais peut-être plus une idéologie et une pensée qui peut nous convaincre que les choses ne sont pas irrémédiables, elles peuvent être changées, et que ce qui a été fait par le passé euh, peut être de nouveau refait. Et même si le contexte est différent, même si toutes choses ne sont pas comparables, pour autant, il y a voilà, il y a des choses, quand même des exemples par le passé qui nous montrent que les choses sont possibles, même dans des situations extrêmement noires. Sylvain, est-ce que tu as envie de réagir ou de prendre la parole? Coucou Sylvain. Oui, ça marche? Oui, ça marche, on t'entend. Parfait.
Là, on ne t'entend plus du tout. Sylvain? Là, ça marche? Oui. Là, ça marche. Bon, très bien. Donc, eh bien, moi, je suis je suis intérimaire. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, on t'entend bien, Sylvain. Ah bon, très bien. Voilà, donc en fait, je suis intérimaire. Et là, en rentrant ce soir, je suis rentré avec un collègue intérimaire. Donc en ce moment, il y a beaucoup de travail et lui donc fournit beaucoup de travail. Et quand il est rentré de sa tournée, alors que il lui semblait qu'il avait fait le maximum, il est tombé sur un manager qu'il a embrouillé. Enfin, il a été très surpris du manque de comment dire, de reconnaissance en fait du travail qu'il avait fourni. Et au lieu de se défendre, enfin moi je pensais qu'il allait plutôt essayer de monter au créneau, en fait il a décidé de changer de mission, d'arrêter sa mission qui s'arrête samedi et de continuer son chemin sur une autre entreprise. Et donc moi, c'est ça comment dire, qui m'effraie le plus, c'est la capacité, puisque la France est le deuxième pays qui fait le plus appel à l'intérim après les États-Unis. Ce qui m'effraie, moi, c'est plutôt cette capacité donc de déserter et de quitter le lieu qui pourrait être le lieu du combat syndical ou de la défense de ses droits. Et donc souvent, j'étais confronté à ça, voilà, un avoir des gens qui quittent, voilà. Et donc comme ça a l'air d'être érigé en système, là, j'ai regardé dans Sud-Ouest aujourd'hui que, 80 je crois que c'était sur l'année 2019, 80 des contrats étaient des CDD, de moins d'un mois, et 2 tiers, c'était même pas un jour. Donc l'éclatement du travail, l'éparpillement du travail, et en même temps cette nouvelle armée de travailleurs que sont les intérimaires, et qui heu, voilà, qui ont cette capacité à changer, voilà. Et donc du coup, l'employeur en face, et du coup, il a un nouvel intérimaire et il recommence avec lui. Et comme ça, il y a plus de combat, et un espèce de, oui, au lieu de s'entraîner à se battre sur le terrain, plutôt une capacité à rebondir ailleurs et certainement à redécouvrir qu'ailleurs, en fait, on ne sera pas non plus valorisé dans le travail qu'on aura fourni en plus, voire même dénigré. Voilà, donc c'est ce qui me fait dire que vivement que les intérimaires s'organisent et que ça devienne un corps organisé, et qui, au lieu de pratiquer donc le zapping, puissent défendre voilà, leur dignité, voilà un peu le sentiment que j'ai ce soir. Et après, globalement, évidemment, que c'est les forces syndicales organisées qui pourront soutenir, voilà, ces nouveaux esclaves modernes à rester et à défendre leurs droits, quoi. Voilà. Mais bon, c'est juste les fruits de ma méditation du jour. En tout cas, merci parce que c'était très, très instructif. Avant de passer la parole à Stéphane, euh, peut-être justement pour poursuivre un peu la réflexion de Sylvain, à partir d'expériences concrètes qu'on a vécues en Gironde, ce que tu es en train de nous révéler aussi, j'ai envie de retourner la situation en parlant
des livreurs à vélo. Hein, je veux dire qu'on a eu l'extraordinaire expérience finalement de jeunes qui utilisaient cette façon-là de survivre. Enfin, la plupart d'ailleurs étaient des étudiants ou sont des étudiants et donc utilisent un petit peu le statut d'auto-entrepreneur, et c'est ce qu'ils ont commencé par faire pour justement pouvoir travailler et survivre. Et donc, ce qui est extraordinaire dans cette période, là, ça s'est passé dans les 2 dernières années, hein, ces jeunes ont réussi à redécouvrir, alors qu'ils étaient sur une pente, je dirais, individualiste et libérale, hein, ultralibérale, ils ont réussi à redécouvrir la nécessité de s'organiser, et puis ensuite de s'organiser syndicalement, et en particulier à la CGT. Et la CGT, fait extraordinaire, leur a ouvert la porte, alors que leur statut de salarié, en fait, ce n'était pas un statut de salarié qu'ils avaient, c'était un statut de patron individuel, ne leur permettait pas, a priori, je dirais, de se syndiquer à la CGT. Donc il y a eu un événement extraordinaire qui s'est produit, c'est-à-dire la rencontre et une capacité de la CGT à prendre en compte les nouvelles formes de travail et à permettre à des jeunes qui ont réussi à s'approprier, je dirais, ce processus qui finalement est un processus qu'avait connu des générations plusieurs centaines d'années avant, c'est-à-dire à l'époque où il y avait l'époque des tâcherons, l'époque du travail à la maison, etc., qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, hein, et que le capitalisme est en train d'essayer de réactiver. Et on s'aperçoit que finalement ces jeunes ont réussi à réinventer le syndicalisme, ont réussi à contraindre le patronat à leur donner un statut de salarié, une partie d'entre eux, hein, soyons clairs. Il y avait la même chose d'ailleurs, hein, pour les Uber conducteurs, hein, on a eu les mêmes phénomènes. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, on voit qu'on est dans des situations effectivement de rapport de force, mais que le monde du travail, quelle que soit la forme dans laquelle il s'exprime, où il s'organise, est capable justement de dépasser ces situations et d'ouvrir des perspectives, en tout cas des chemins d'impossible dont parlait Stéphane, qui nous permettent d'imaginer que tout cela n'a rien de fatal. Hein, tout cela et effectivement sont le résultat de décisions à la fois individuelles et collectives, et que chacun dans sa posture, dans sa situation, il faut l'aider, et c'est ce qu'on essaye de faire, de l'aider à prendre conscience de sa capacité en ne restant pas seul, parce que je crois que si ces luttes, et y compris ces évolutions, ont réussi, c'est parce qu'on a sorti aussi ces personnes, ces individus, je dirais, de leur solitude que le capitalisme a essayé de créer. Et donc, si déjà on décortique un peu tous ces phénomènes, ça nous ouvre quand même des champs. Un autre exemple que je voulais vous faire partager, c'est un ami qui était d'ailleurs invité au bistrot politique le mois dernier, qui m'interpellait sur la manifestation contre la loi sécurité samedi dernier. C'est samedi dernier ou samedi avant, je ne sais plus. Pas le grand mouvement du 28, mais l'autre après. Le 7 janvier. Ouais, où il y avait à peu près 5000 manifestants. Mais en gros, mais par contre, la nouvelle dimension, c'est que c'était des rêveurs qui manifestaient pour beaucoup. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, ces jeunes qui organisent des rêves parties qui étaient extrêmement présents avec leur musique, leur baffle, etc. Et lui s'interrogeait sur cette nouveauté. Et c'était un peu surprenant parce que c'est des jeunes qui venaient sur le sentiment d'injustice que tu évoquais tout à l'heure, Stéphane, au regard de ce que un certain nombre d'organisateurs de rêve parties, que ce soit à Nantes et à Caen, je crois, se sont retrouvés condamnés à des années de prison, pas simplement, vous voyez, enfin, ils auraient pu avoir un jugement avec, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, vous voyez, c'est hallucinant. Et ces jeunes qui étaient dans la rue, sans conscience politique très développée, mais en tout cas, ont manifesté un sentiment d'injustice profond et sont venus le dire dans les formes traditionnelles du mouvement ouvrier. Donc ça, c'est intéressant aussi à regarder. Alors évidemment, c'est un peu comme pour les Gilets jaunes. Il va falloir engager le dialogue avec eux,
si on veut effectivement construire des convergences entre leur aspiration à la liberté et puis le fait que les lois, elles concernent le monde du travail, et on le voit bien, la jeunesse sous des formes très diverses. J'en dirai pas plus, mais c'est pour ouvrir ainsi, continuer à ouvrir des pistes sur l'avenir, et puis essayer de montrer que la réalité, elle est extrêmement complexe et extrêmement diverse, et qu'elle recèle plein de possibles. Alors évidemment, les possibles, ils ne se manifestent pas automatiquement parce on en parle ou parce qu'on le montre, mais il y a un travail collectif à faire pour qu'on libère, je dirais, les énergies créatrices de chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Mais ton témoignage, Sylvain, il est hyper important. C'est parce que tu parles d'un monde du travail, enfin, justement de cette tentative de fragmenter le travail, de l'éloigner, je dirais, des lieux habituels d'organisation, et qu'on a un travail particulier à faire en direction justement des intérimaires et de tous les autres travailleurs aujourd'hui, hein, qui aujourd'hui sont d'ailleurs envoyés à la maison pour faire leur boulot, non pas pour faire du télétravail, mais pour faire du travail à domicile. Hein. Soyons clairs, la bonne terminologie, c'est celle-là. Et le travail à domicile tel qu'il est en train de s'organiser, il faut imaginer ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire isoler les gens, finalement, pas forcément leur donner les outils d'ailleurs qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions, y compris à domicile, mais après avec des problèmes sociaux et humains qui sont catastrophique. Je veux dire, vous imaginez, enfin, on l'a vu avec le premier confinement, et là, ils ont senti qu'ils avaient été trop loin, donc ils ont fait un petit peu marche arrière, mais en même temps, ils nous ont quand même, ils ont toujours envie de nous isoler, quoi, en clair, hein, pour dire les choses rapidement. Donc, il faut qu'on en sorte de cet isolement. Stéphane. Et j'espère que je n'ai pas effacé les questionnements qu'évoquait Sylvain hein, tout à l'heure. Non, mais moi, j'ai eu la même pensée, la même référence que toi, Dominique, quand Sylvain a évoqué cet exemple-là, à savoir l'exemple bordelais girondin des livreurs à vélo, et qui lui-même ne fait que traduire quelle que soit l'imagination et les déclinaisons que peut faire le capital à vouloir casser les liens sociaux dans le travail, avec des déclinaisons de différents statuts, différents types de travailleurs, parce que quoi qu'il arrive, ce sont des travailleurs, quel que soit leur statut à la fois juridique ou réel. Au bout du bout, de par leur expérience, et les livreurs en vélo en sont une démonstration, c'est que on voit bien qu'à chaque fois, on a besoin et on sent bien que quand il y a une injustice, une exploitation, quelle qu'elle soit, comment elle se traduit, à un moment donné, ça se retrouve toujours par une volonté collective de s'associer et de faire ensemble pour casser ces logiques de domination et d'exploitation. Et les livreurs à vélo en sont un exemple. Ils ont frappé à la porte de la CGT qui leur a ouvert à la fois les portes et également les a accompagnés dans la façon de faire, mais également pour leur donner voilà, quelques clés pour pouvoir s'organiser. Mais au-delà de cet exemple-là, c'est également tout ce qui peut se passer dans le monde du travail qui n'a pas attendu les auto-entrepreneurs. Toutes les questions de sous-traitance et de sous-traitance en cascade ont été déjà des exemples et des volontés du capital à casser les solidarités et le lien social qui pouvait lier les travailleurs. Et on a également des exemples qui montrent que, après un petit temps quelque part de latence de ces travailleurs-là, à chaque fois, ils arrivent à la conclusion qu'il faut de nouveau s'organiser et s'allier avec quels que soient les travailleurs qui font le même travail qu'eux, quel que soit leur statut, pour faire force collectivement et contrer ces volontés d'exploitation. Mais et je pense que c'est en ça que le militantisme, le syndicalisme a un grand avenir devant lui. Parce que ce sentiment d'injustice allié avec ce besoin de créer du lien social et du lien collectif, fera que toujours on en arrive à
à du syndicalisme, à des volontés de contester, de casser les injustices. Alors, un autre exemple qui m'est venu en tête quand Sylvain parlait, d'ailleurs on a eu l'occasion d'en faire un communiqué à l'union départementale, c'est que on voit bien que dans des contextes comme on peut le vivre, quand c'est mesuré par le capital, les forces de l'argent et puis ceux qui les servent, l'indécence, l'imagination n'a pas de limite. À Libourne, c'est la communauté, l'agglomération libournaise qui a, avec dans la bouche de son président, qui est le maire de Libourne, a expliqué qu'ils étaient en train de réfléchir à mettre en place des lignes de bus conduites par des bénévoles. Donc là, on en arrive voilà, un extrémisme de la baisse du coût du capital, à savoir des travailleurs pas rémunérés, en gros des esclaves nouvelle génération, sous couvert de répondre à de la gratuité ou une envie de pouvoir bénéficier à ceux qui en auraient besoin, là, être transportés. Il n'y a pas de limite à l'imagination du capital pour et à la fois déconsidérer le travail et casser, voilà, et trouver de nouveaux statuts, de nouveaux cadres de travailleurs pour casser ces capacités de se retrouver ensemble et de se dire, voilà, on a le même statut, on a les mêmes intérêts. Non, je pense que quel que soit le statut, quel que soit, quand on est travailleurs, quel que soit le statut, et on a le même intérêt, c'est savoir, que quand on produit et qu'on fournit quelque chose à travers notre travail, on a besoin de reconnaissance et que, la première reconnaissance, elle se traduit dans le salaire, mais au-delà du salaire, c'est que cette richesse qui est créée, ce service qui est rendu, il doit se traduire par une reconnaissance à la fois de la société. Et donc, cette reconnaissance de la société, c'est celle d'avoir la garantie de pouvoir vivre dignement par rapport à ce service qu'on rend aux êtres humains et à la société. Mais voilà, cet exemple que décrit Sylvain sur l'intérim, il se trouve que nous, en Gironde et à la CGT en général, les intérimaires ont également pris conscience qu'il fallait qu'ils s'organisent collectivement. C'est pour ça qu'il y a des syndicats de prix d'emploi, il y a des syndicats d'intérim également, d'intérimaires à la CGT, et que tous ont bien compris que quel que soit le statut et le cadre légal dans lequel on évolue, la force qu'il y a derrière, c'est celle de vouloir absolument dégager un maximum de bénéfices et d'argent sur le dos de ceux qui créent les richesses, et donc les travailleurs, quels que soient les statuts qu'on peut avoir. Donc on peut avoir un statut de fonctionnaire, un statut d'agent, un statut en CDI, un CDD, intérimaire, auto-entrepreneur maintenant et bientôt, en tout cas si on n'arrive pas à les empêcher, de bénévoles, travailleurs bénévoles. Quel que soit ce statut-là, on a tous intérêt à s'organiser ensemble et à agir ensemble pour faire que notre travail soit justement reconnu par la société. Alors, je sais que Jean-Claude Masson, là, qui est présent ici, il aimerait bien peut-être t'interpeller sur les enjeux énergétiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Jean-Claude, si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Je mets la vidéo. Bonjour à tous. Oui, je suis un ancien, très ancien, d'une entreprise qui a disparu puisqu'elle s'appelait Gaz de France, entre autres. Voilà, donc ça veut tout dire déjà. Bon, j'ai travaillé à EDF. Voilà, je suis passé à Gaz de France, pas aux activités sociales. Pourrais-tu faire un point rapide, s'il te plaît, sur les enjeux de l'énergie en général et peut-être un petit peu sur Hercule? Oui, alors je vais parler. Merci pour ton intervention. Ceci étant, je te prie de m'excuser. Merci pour ton intervention. Oui, tu as raison. J'en ai parlé un peu, mais très rapidement dans mon début d'entretien.
ce qui est en train de se jouer là, oui, c'est extrêmement important. Voilà, il faut, je pense que nous, à la CGT, ce qu'on a de cesse de dire et de rappeler, et c'est de ça qu'il faut, je pense, partir, c'est que il y a voilà, il y a des éléments produits par le travail qui ne peuvent pas être soumis aux lois du marché, à la logique de l'argent. Il y a des biens essentiels et ceux-là, ils doivent sortir des logiques d'intérêt. Et l'énergie en fait partie. Et ça a été, on en a parlé, hein, un des choix, des choix importants, politiques et fondamentaux à la sortie de la guerre, c'est qu'à un moment donné, avec les forces politiques et syndicales qu'il y avait, on s'est dit là, l'énergie notamment, mais il y a également la santé, on peut parler de l'eau, on peut parler de plein de choses. Mais là, pour revenir à l'énergie, on s'est dit l'énergie, c'est un bien fondamental qui permet de se chauffer, qui permet de vivre, et il doit échapper aux logiques de l'argent et des intérêts à court terme. Donc, on a créé EDF-GDF, un service public, pour cadrer et faire que on soit dans une logique philosophique de sortir au maximum ce bien-là, un bien commun, des intérêts de l'argent. Et il y avait également une situation physique et technique qui s'imposait, c'est que compte tenu des éléments techniques, l'énergie ne se stockeront pas et les lois de la physique et technique s'imposant à nous, il fallait être en capacité de produire autant qu'il y avait de la consommation de l'autre côté. Et là aussi, ça a été aussi un choix politique extrêmement important, c'est que à l'époque, à la création de DFGDF, il fallait organiser et caler la production en fonction des besoins, en gros, de la consommation. C'est tous ces choix politiques qui ont fait qu'on a créé EDF-GDF. Et une entreprise intégrée qui soit en capacité de sortir l'énergie des logiques d'argent et d'avoir un outil technique qui permette de garantir et de faire qu'on ait autant d'énergie produite que de besoins exprimés et demandés par la population. Et on est arrivé à un processus tout autre. On va revenir, mais très rapidement dans les années 2000 où il y a une volonté de transformer EDF-GDF en société anonyme. On a éclaté, on a créé un marché de l'énergie artificielle. On a imposé avec ce qu'on appelle la rente, donc l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, obligeant EDF à vendre à prix coûtant 25% de sa production aux concurrents pour pouvoir faire que les concurrents fassent des bénéfices sur ce qui était produit par EDF. À l'époque, c'était vendu comme étant une garantie pour que les fournisseurs alternatifs puissent engager des bénéfices afin qu'ils puissent investir dans des appareils de production, etc., ce qu'ils n'ont jamais fait. Bref, tout un tas de dispositifs techniques, législatifs, expliqués de façon à ce que personne ne comprenne rien et que le débat devienne extrêmement compliqué, législatif. On parlait de les enjeux européens, on n'avait plus le choix, c'était l'Europe qui imposait, etc. Sauf que la réalité, c'est que derrière, il y avait il y a un intérêt extrêmement fort parce que l'énergie, on comprend bien que c'est un bien extrêmement une énergie qui est en capacité de fournir, de faire fonctionner les entreprises, tout un appareil productif, de chauffer toute une population, d'éclairer toute une population, c'est une richesse énorme. À partir du moment où on la donne, on la retire aux mains du capital, on voit bien que le capital, à l'époque, il s'est fait enlever cette capacité-là. À l'époque, disait ce que nous avons là, on va le reprendre et on fera tout pour le reprendre. Ce qui est en train d'être mené. Et donc, pour revenir au projet Hercule, c'est la continuité de ça.
la continuité de ça, qui a commencé avec le passage de EDF, la casse de GDF, le passage d'EDF en société anonyme, pour tranquillement mais sûrement passer et transformer un bien commun qui est considéré par la population comme étant un bien essentiel, pour le faire quelque part avaler tranquillement à la population comme étant un bien qui devait être considéré comme un bien comme un autre, à savoir devant répondre aux logiques de la rentabilité. Et ça s'est traduit par tout un tas de dispositifs cassant cette logique-là qui avait été initiée en 1947 et à l'époque construit avec les forces militantes et en premier lieu avec le combat de Marcel Paul. Hercule, c'est la continuité de ce qui a été initié notamment sous Hollande, piloté et conduit par Ségolène Royal, la loi de transition énergétique. À l'époque de cette loi, il faut le mesurer, hein, ils avaient expliqué que, devant l'Assemblée nationale que EDF et GDF, que le pays allait changer de paradigme, à savoir que ça serait plus à la production de s'adapter à la demande, aux besoins, ça serait le contraire dorénavant. Ça serait aux besoins, aux usagers, qui appellent clients, de s'adapter à la production, qui serait et qui serait celle que le pouvoir déciderait. C'est passé un peu comme ça, mais ça a été l'acte et l'annonce politique de ce qu'était la transition énergétique, qui s'est traduite par l'annonce de fermeture d'outils de production, Fessenheim, le thermique, j'en passe et d'autres, et qui a mis dans la main, qui a voulu mettre dans la main également encore dans la main du capital tout ce qui est barrage hydraulique. Et le projet Hercule, c'est la continuité de ça, avec une étape supplémentaire à vouloir absolument casser la capacité de cette entreprise intégrée qui a un éventail d'outils de production, de distribution dans son portefeuille, et ils veulent scinder ça en 3 entités. Une partie nucléaire dite bleue qui apprendrait toujours au public, et une partie hydraulique et une autre partie distribution, énergie renouvelable, etc. Avec une partie donc EDF bleu, tout ce qui est distribution, tout ce qui est aujourd'hui du registre d'Engie, tout ce qui est du registre des énergies renouvelables, qui est extrêmement rentable, extrêmement en capacité de produire des bénéfices à court terme, qui intéresse le marché, serait destiné à être privatisé. Également, pour faire avaler la pilule, ils disent bon, on va garder la production nucléaire dans le giron public, etc. Sauf que ça, également, c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on connaît la logique, on connaît la chanson, et à partir du moment où ils veulent mettre en place cette réorganisation, cette découpe d'EDF, avec derrière une holding, ils veulent en fait casser et empêcher la EDF d'arriver à, dégager les bénéfices d'un côté pour pouvoir l'investir ailleurs, et en scindant complètement EDF de cette façon, ils vont également tuer à court terme la capacité d'EDF à investir, notamment dans l'appareil productif qui est lourd, celui des centrales nucléaires, voire celui aussi des barrages hydrauliques, et faire que très rapidement, on explique aux citoyens, mais regardez, l'entreprise ne fonctionne plus, l'entreprise publique ne fonctionne plus. Et donc, il faudra tout libéraliser, quoi. Et c'est bien ça qui est devant nous, c'est que Hercule, c'est cette étape-là, le point d'orgue final, à vouloir livrer totalement l'énergie dans des logiques de rentabilité et de privé total. Et c'est ça il faut arriver je pense, à faire comprendre à la fois aux citoyens, aux usagers, mais également aux politiques, que ce qui est en œuvre, c'est une exploitation totale du bien commun, à savoir l'énergie, mais qui n'est que voilà, un exemple
qui se rajoutent à d'autres. Ils font pareil avec la santé, ils font pareil avec l'eau, puisque maintenant, il y a même un marché de l'eau. On voit bien qu'il y a des tentatives autour de l'eau, ou même des batailles au niveau de l'ONU sur le statut de l'eau. Est-ce que l'eau, c'est un bien commun? Il doit être soumis à des logiques de rentabilité, etc. Donc, on voit bien que les forces de l'argent veulent absolument tout s'approprier et que il faut, je pense, éviter de se perdre dans les débats techniques, législatifs, etc. Peut-être mon intervention était déjà un peu trop technique, un peu trop, voilà, un peu trop Non, non. non, non, enfin, peu importe. Mais l'idée, c'est que, voilà, avant tout, c'est que le cadre du service public, de la fonction publique, c'est en tout cas une action d'avenir et de modernité qui permet de protéger ce que les citoyens, la population, les êtres humains décident de déclarer comme étant des choses essentielles et qui ne peuvent pas être soumis à des intérêts purement financiers, purement lucratifs, et que Hercule, c'est une étape, pas ultime, mais presque ultime, qui ferait que très rapidement, EDF serait face à une difficulté à la fois économique, structurelle, qui ferait que assez facilement, face à une population qui verrait des prix de l'énergie exploser, qui verrait des incapacités d'une entreprise à pouvoir financer et à pouvoir dégager l'argent nécessaire pour investir dans l'appareil productif, etc. Il faudrait que les politiques pourraient facilement expliquer à une population qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est la privatisation de tout ça, la concurrence absolue dans ce domaine-là pour pouvoir faire que les usagers puissent avoir une garantie d'avoir du chauffage et des ampoules qui éclairent. Voilà, c'est le schéma, on le connaît, l'outil, et là aussi, c'est bien dans un contexte sanitaire, de crise, de confinement, que ce projet-là est revenu, parce qu'il est sorti en 2019 avec des capacités de mobilisation extrêmement fortes de la part des agents. Ça a été un peu mis de côté au compte tenu des mobilisations. Et là aussi, je pense que c'est des choses qui sont de nature à espérer, parce que le calcul des dirigeants était de dire, en tout cas, de penser que dans le contexte, ils pouvaient réactiver ce projet sans trop de difficultés, sauf que ce qui était prévu et qui devait être pillé fin d'année 2020, et compte tenu des mobilisations en cours, compte tenu de l'écho que ça commence à avoir politiquement et médiatiquement, compte tenu de l'écho que ça commence à avoir auprès de la population, ils reculent l'échéance, ils n'ont pas encore abandonné, ils abandonneront jamais. Et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu, Marcel Paul disait que cette lutte-là, elle serait une lutte continuelle pour les agents, à savoir défendre le fait que l'énergie, le chauffage, l'électricité, le gaz ne doivent pas être laissés dans la main du capital. Merci Stéphane. Une dernière question peut-être, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Juste une dernière question, pas pour clore la soirée, mais la CGT étant une organisation indépendante, elle se préoccupe aussi quand même des conditions politiques dans lesquelles nous vivons. Et donc, comment elle voit, je dirais, ou en tout cas, quelles peuvent être les attentes à l'égard des futures échéances électorales qui vont avoir lieu. Je ne parle pas de manière partisane, hein, je parle bien des attentes à l'égard des enjeux départementaux, régionaux et évidemment nationaux dans les 15 prochains mois, quoi. Alors, vaste question qui pourrait être lui-même donner lieu d'une soirée. à notre débat, à une autre soirée, mais je pense que ouais, tout ce qu'on a dit là
sur le fait que le moment qu'on vit, les différentes crises cumulées et concomitantes qu'on vit montrent que le capital a atteint des limites. C'est comment, en face de ça, face à la peur des pouvoirs de l'argent qui sont en train d'organiser quelque part une logique répressive et d'entraver les capacités de mobilisation, comment on pourra être en capacité de faire sortir une force politique qui permettra de pouvoir proposer un autre modèle économique, social que celui qui est mené depuis plus de 50 ans maintenant. Donc ça c'est un vaste projet. Maintenant, après, comment ça doit se traduire à la fois localement et nationalement, là aussi, hein, c'est qu'on espère que ce qu'on porte à la CGT puisse être saisi et rendu de façon intelligible et cohérent par une force politique qui ferait que, un, les besoins, deux, les capacités et les demandes exprimées par les travailleurs trouvent une issue politique en termes de choses très concrètes et rapides. On espère que cette force politique-là sera en mesure de très rapidement se faire connaître, se faire reconnaître pour que les travailleurs puissent trouver un écho, en tout cas une continuité politique à ce qu'ils peuvent porter à la fois dans les entreprises comme dans la rue. Et ça, c'est un vaste sujet. Sur les échéances régionales, là également, on est très à l'écoute et très attentif à ce qui peut être aussi des traductions de revendications. J'ai un exemple en tête. On a eu, d'ailleurs, on a même fait, on a organisé des actions sur la question du rail, sur des localités enclavées. Dernièrement, c'était le 6 octobre, on a réalisé des conférences avec la présence de Philippe Martinez qui est venu à Blaye pour demander la réouverture de la ligne Blaye-Saint-Mariens-Bordeaux. Voilà, on a un des acteurs qui permettrait peut-être de pouvoir répondre à cette demande-là, à ce besoin de la population qu'est la région. Là également, on voit bien qu'il y a des tentatives, des volontés de faire en sorte de ne pas écouter, de ne pas, voire même dévoyer le message qui a été porté par la CGT pour dire que finalement, ce n'est pas vraiment un train qu'il faudrait, ce n'est pas le service public qu'il faudrait, mais c'est d'autres réponses, notamment celui du privé, pas le train, mais des bus, bref. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on soit aussi, nous, en capacité de regarder comment la réponse politique et l'offre politique peut être le prolongement de nos revendications et nos demandes en ce qui concerne la réponse aux besoins des travailleurs notamment. Merci Stéphane. Si vous en êtes d'accord, on va clore la soirée, hein, mais pas la discussion. En remerciant Stéphane pour tout ce qu'il nous a fait partager ce soir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prochain rendez-vous, d'ailleurs, d'Espace Marx sera le mardi prochain, un débat sur la dette publique. Faut-il la rembourser? Faut-il, etc. Avec Éric Baird, qui est économiste bordelais, et qui viendra nous parler de ça, qui est aussi engagé à Attaque et qui vient de commettre un ouvrage collectif. Donc, qui d'ailleurs, il était interviewé, je crois, dans l'Humain Dimanche il n'y a pas très longtemps, et dans Sud-Ouest. Donc, voilà, si pour ceux que ça intéresse, on va continuer la discussion sur notre terrain, mais qui converge aussi par rapport à toutes les questions qui ont été évoquées ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.